On connaît tous Steve Jobs, le fondateur visionnaire, créateur d'Apple. Jobs a créé l'une des sociétés les plus innovantes et les plus puissantes de la planète. Il a révolutionné le monde de l'informatique et de la communication avec des produits qui visent à allier toujours plus esthétisme et performance. Parallèlement à sa vie professionnelle, après un voyage en Inde alors qu'il n'avait que 19 ans, Jobs a toujours gardé un lien étroit avec la spiritualité, notamment avec le bouddhisme zen, qu'il a pratiqué à différents moments de sa vie. Alors, si on était allé rencontrer Steve Jobs dans sa maison aux grands espaces vides et épurés de Los Altos en Californie, pour prendre le thé avec lui juste après sa méditation matinale, on aurait très probablement dit qu'il se situait sur le stade jaune intégral. Si jamais les termes stade jaune intégral ou rouge impulsif ne vous parlent pas encore, je vous invite à regarder d'abord les épisodes 3 et 4 de cette série de vidéos sur les stades de développement, sinon ce qui suit risque de ressembler à du charabia coloré. Pour les autres, on continue avec Jobs. Il faut en effet une capacité extraordinaire de penser la complexité pour créer et gérer une entreprise comme Apple et être suffisamment affranchi des conditionnements typiques des stades antérieurs pour oser être à ce point créatif et visionnaire. Oui, Steve Jobs est certainement un très bon exemple de ce que peut être une personne en conscience jaune. Et pourtant, si on l'avait rencontré non pas dans ce moment privilégié, mais quelques heures plus tard lors d'une réunion avec ses collaborateurs, on l'aurait vu d'une toute autre couleur. En effet, Jobs était connu pour être extrêmement brutal avec ses employés, qui n'hésitaient pas à humilier publiquement. Il pratiquait ce que beaucoup désignaient comme le management par la terreur. Sa relation avec sa fille Lisa, dont il a longtemps nié la paternité, était aussi marquée par la froideur, la distance et l'égocentrisme le plus brutal. Oui, sans aucun doute, si on avait rencontré Steve Jobs dans ses moments de management ou dans les rares moments partagés avec sa fille, on l'aurait vu non pas jaune intégral, mais rouge impulsif. L'homme qui créait des produits magiques pour connecter l'humanité était en réalité incapable de se connecter à ses propres émotions et à sa propre fille. Alors bien sûr, il n'est pas le seul avec ses contradictions. Einstein, le génie absolu, doublé d'un humanisme sincère et profond, était totalement inadéquat avec ses proches les plus intimes. Sœur Emmanuel, qui était d'un amour et d'une générosité absolue avec les pauvres et les plus démunis, au point de leur consacrer sa vie, était dans une haine et une détestation féroce de son propre corps. Ou encore, parmi bien d'autres, Gandhi, l'icône planétaire de la paix, qui faisait preuve d'un racisme anti-africain constant, sans parler de ses expériences sur la sexualité, pour les moins particulières, avec ses petites nièces. Et finalement, sans aller chercher beaucoup plus loin, ne sommes-nous pas nous-mêmes tous géniaux, sublimes à certains endroits, et misérables, ou en tout cas beaucoup moins glorieux à d'autres. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça, au regard des stades de développement dont on a parlé dans les vidéos précédentes? Ça veut dire quoi? Eh bien, à cette question, l'approche intégrale a une réponse extrêmement claire et passionnante. Le développement de notre conscience n'est pas homogène. Il se déploie de façon différenciée le long de ce que l'on appelle les lignes de développement. Et c'est ça, justement, le sujet de cette vidéo. Pour comprendre d'où vient l'idée des lignes de développement, il faut qu'on fasse un petit détour par les travaux d'un psychologue américain, Howard Gardner. Dans les années 80, Gardner a révolutionné notre compréhension de l'intelligence. Avant lui, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule forme d'intelligence, celle qu'on mesure avec le QI. Mais Gardner a dit, attendez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il a vu qu'il y avait plein de façons d'être intelligent et identifié ce qu'il a appelé les intelligences multiples, à savoir l'intelligence linguistique, logico-mathématique, spatiale, musicale, kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle, auxquelles certaines personnes ajoutent l'intelligence naturaliste. Ken Wilber s'est inspiré de ses travaux pour aller encore plus loin. Il nous dit, c'est pas seulement qu'on a différentes formes d'intelligence, c'est que notre conscience elle-même se développe de façon différenciée le long justement de ce qu'on appelle ces lignes de développement. Imaginez que votre développement intérieur, c'est pas une ligne droite qui monte uniformément, mais plutôt quelque chose qui ressemblerait à une main tendue avec les doigts écartés. Chaque doigt représente une ligne de développement différente, et pour le coup, avec certains doigts qui peuvent être beaucoup plus longs que d'autres.
Concrètement, c'est quoi ces lignes? Eh bien, il y en a beaucoup et Wilber, il ne donne pas vraiment de liste exhaustive. Mais les principales qu'on retrouve sont celles-ci. La ligne cognitive, ça c'est notre capacité à penser et à comprendre. La ligne morale, c'est notre sens du bien et du mal. La ligne émotionnelle, ça c'est notre maturité affective. Il y a aussi la ligne interpersonnelle, notre capacité à être en relation. Esthétique, notre sens du beau. La ligne spirituelle, qui est aussi une ligne de développement et qui représente notre connexion au sacré. Psychosexuel, notre rapport à la sexualité. La ligne des besoins, ça c'est ce qui nous motive. La ligne de notre rapport au corps et au mouvement, ça c'est la ligne kinesthésique, et puis aussi la ligne du soi, qui détermine la façon dont on vit et définit notre propre identité. Mais on a vraiment liberté d'en ajouter certaines, et moi j'aime bien par exemple explorer la ligne de notre rapport au vivant, la ligne de notre rapport à l'argent, la ligne de la citoyenneté, etc. On peut en imaginer vraiment beaucoup. Et bien maintenant, voici où ça devient intéressant. On peut représenter tout ça visuellement avec ce qu'on appelle un psychographe. Il y a plusieurs façons de le faire. Le plus simple, c'est un diagramme en bâton, comme vous le voyez là à l'écran. Chaque bâton représente une ligne de développement cognitive, émotionnelle, spirituelle. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie d'explorer. Et la hauteur du bâton nous montre où on en est sur cette ligne. Rouge en bas, bleu, orange, vert, jaune en haut. D'un seul coup d'œil, vous voyez le profil. Et on peut aussi le représenter en toile d'araignée avec des rayons qui partent du centre et des points qu'on relie entre eux. Les deux formats marchent bien, mais personnellement, je trouve que le diagramme en bâton est plus lisible. Dans tous les cas, ce qu'on obtient, c'est une sorte d'instantané, une photographie unique de notre conscience. C'est notre psychographe personnel. Alors là, je vous vois venir. Mais comment on évalue où on en est sur chaque ligne? Eh bien, en fait, c'est assez simple, c'est avant tout une auto-évaluation. Si vous avez une connaissance suffisante des stades de conscience, vous pouvez le faire seul, sinon vous pouvez vous faire accompagner par un coach ou un thérapeute intégral qui a été formé à ça, qui connaît bien le processus. Alors bien sûr, vous me direz que c'est subjectif, mais c'est justement ça qui nous intéresse. Le subjectif, c'est ce qui nous parle du sujet que nous sommes. Et ça tombe bien, nous sommes des sujets, nous ne sommes pas des objets. Alors on assume cette subjectivité, et de toute façon l'idée c'est pas d'avoir un résultat 100% objectif comme, je sais pas, un scanner médical, mais l'idée c'est plutôt d'avoir une base, un point de départ pour explorer notre évolution et le développement de notre conscience. C'est un outil de réflexion, c'est pas un test de QI. Alors à quoi ça sert concrètement de faire son psychographe? L'image que je prends souvent, c'est celle de la plante verte. Imaginez que vous avez chez vous une plante que vous aimez beaucoup, dont vous vous occupez avec beaucoup de soin. Mais quand vous la regardez au quotidien, vous vous dites, mais en fait elle grandit pas ma plante, ça sert à rien tout ce que je fais. Et vous pourriez vous décourager. Mais si vous prenez des photos tous les 3 mois, là vous allez voir l'évolution. Et bien c'est pareil pour notre travail intérieur. On pratique la méditation, on suit une thérapie, on fait des pratiques de vie intégrale, mais comme ça bouge généralement assez lentement, on a l'impression que rien ne se passe, que rien ne change. Et bien le psychographe, c'est notre photo trimestrielle. Il nous révèle ce qui bouge, ce qui stagne éventuellement, et ça nous permet de nous guider dans notre évolution dans le temps. Et puis surtout, le psychographe, il nous raconte une histoire vraiment très très riche. Regardez celui qu'on a à l'écran. Cette personne, elle a une ligne cognitive au niveau intégral, elle comprend la complexité, elle pense de façon systémique. Sa relation à l'argent aussi est très développée entre orange et jaune, mais regardez la ligne relationnelle et émotionnelle. Elles sont au niveau impulsif, dans le rouge. Ça veut dire quoi? Que cette personne peut avoir des discussions philosophiques brillantes, gérer ses finances comme un chef, mais dès qu'il s'agit de gérer ses émotions ou d'être en relation, elle devient réactive, impulsive, peut-être même brutale. Et puis regardez, sa sexualité, son rapport au vivant, son niveau conformiste, bleu. Là, elle suit les règles, les conventions, peut-être avec une certaine rigidité. Vous voyez comme c'est parlant? Eh bien, cette personne, grâce à ce psychographe, elle va savoir exactement où porter son attention. Travailler sur l'intelligence émotionnelle et relationnelle serait par exemple extrêmement bénéfique et transformateur pour elle. C'est ça la puissance du psychographe. En un coup d'œil, on voit le chemin. Alors bien sûr, je n'ai pas le temps ici de vous dire dans le détail comment on travaille ensuite sur la base de ces psychographes, c'est d'ailleurs un des points qu'on explore dans mes formations, mais l'idée essentielle à retenir, c'est que le développement, il est, encore une fois, non homogène, il est différencié. On n'est pas évolué ou pas évolué de façon globale. On est un paysage complexe, avec des sommets et des vallées,
et c'est ça qui fait notre richesse et notre humanité. Là où ça devient encore plus puissant, c'est qu'on peut faire aussi des psychographes pour des collectifs. Oui, une équipe de travail, une association, une entreprise, même un pays entier peut avoir son psychographe. Comment? Eh bien en regardant comment ce collectif fonctionne dans différents domaines. Pour une équipe de travail, par exemple, regardez ce psychographe d'une petite start-up qu'on a à l'écran. On a les lignes d'innovation et de collaboration qui sont au niveau intégral. Ils créent ensemble, ils pensent out of the box, ils sont dans l'intelligence collective pure. Leur communication aussi est bien développée, niveau vert pluraliste, tout le monde a voix au chapitre, on écoute les différents points de vue. Mais regardez la ligne de résolution de conflit. Elle est entre le bleu conformiste et le rouge impulsif. Ça veut dire quoi, concrètement? Que quand ils ont un désaccord, soit ils l'évitent en se cachant derrière les procédures, soit ça explose. Et leur gestion de l'incertitude, elle est carrément au niveau magique impulsif. Face à l'inconnu, ils paniquent. Ils réagissent de façon complètement émotionnelle, irrationnelle, peut-être même qu'ils s'en remettent à des superstitions ou au charisme du fondateur. Vous imaginez le paradoxe? Une équipe hyper innovante qui panique dès que l'avenir est incertain? C'est pourtant typique de beaucoup de startups, génie créatif d'un côté, chaos émotionnel et relationnel de l'autre. Leur défi, ça va être d'apprendre à naviguer dans l'incertitude avec plus de maturité et développer des outils sains pour gérer les conflits. Pour un pays, les lignes seraient différentes. La ligne politique et gouvernance, la ligne économique, culturelle et artistique, éducative, technologique, écologique, la ligne de justice sociale, la ligne spirituelle, collective, la ligne de santé publique, des relations internationales, on peut en imaginer plein. Chaque ligne nous raconte une histoire différente du développement de ce pays. Et là, j'ai envie de vous lancer un défi. Prenez votre pays d'origine, quel qu'il soit, et essayez de faire son psychographe. Sur quelle ligne est-il particulièrement développé? Où sont ses forces? Sur quelle ligne il y a encore du chemin à faire? C'est un exercice fascinant, pas facile, mais je serais super curieux de lire vos analyses dans les commentaires. Parce que chaque pays a son profil unique, ses zones de génie et ses zones d'ombre. Et c'est en ayant cette vision nuancée qu'on peut mieux comprendre les défis et les opportunités de nos sociétés et contribuer à avancer ensemble. Et si tout ça vous intéresse, si vous voulez explorer votre propre psychographe ou celui de votre équipe, j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez télécharger gratuitement des psychographes vierges sur le site holonis.com. Vous y trouverez différents modèles avec des instructions pour les utiliser. C'est un outil simple mais incroyablement révélateur pour mieux se connaître et orienter son développement. Alors voilà, on revient à Steve Jobs. Maintenant, avec les lignes de développement, on comprend mieux. Il n'était pas atteint d'un trouble de la personnalité multiple, il était simplement humain, avec une ligne cognitive et créative extraordinairement développée, une ligne spirituelle bien avancée, mais une ligne interpersonnelle et émotionnelle qui restait bloquée quelque part dans le rouge. Et c'est ça le message important. Encore une fois, le développement de notre conscience n'est pas homogène. On peut admirer quelqu'un, qui soit artiste, manager, thérapeute, ou même un guide spirituel. On le reconnaît comme étant authentiquement génial sur certains aspects. Il n'empêche qu'il peut y avoir aussi chez cette personne des aspects beaucoup moins matures vis-à-vis desquels il s'agit de rester vigilant. Tout comme avec nous-mêmes. Et c'est là où le psychographe peut nous aider aussi. S'il est pratiqué avec authenticité, il nous aide à débusquer certaines de nos ombres, qui sera justement la thématique avec le shadow work d'une toute prochaine vidéo. Alors peut-être que si Steve Jobs avait eu conscience de son psychographe, il aurait pu choisir de travailler sur ses lignes relationnelles, ou pas, mais au moins il aurait eu le choix éclairé. Et c'est ça la beauté de l'approche intégrale, elle ne juge pas, elle cartographie. Elle nous donne une boussole pour naviguer dans la complexité de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres parfaitement imparfaits et en constante évolution. Je vous dis à bientôt.